Bonsoir à toutes et à tous, ravi d'être avec vous en cette fin de week-end. Sans tarder, voici les titres de ce dimanche 10 mai. Il y a 50 ans, jour pour jour, la France, l'Italie et Monaco signaient un accord de coopération pour protéger la Méditerranée. L'accord Ramoge fête son demi-siècle d'existence. Son secrétaire exécutif, Florent Champion, sera notre invité. L'art floral célébré ce week-end à Monaco, nous vous dévoilerons dans quelques minutes le nom de la grande gagnante du concours international de bouquets qui s'est achevé hier en beauté au Yacht Club de Monaco. La 21e édition de Top Marque a tenu toutes ses promesses avec plus de 235 véhicules exposés sur 11 500 mètres carrés. Le salon a battu tous ses records. En ce dernier jour, nous vous présenterons la griffe Boutsen Classic Cars. Et puis, Alex Vizorek était de retour en principauté pour une soirée stand-up. L'humoriste belge nous a accordé un entretien. Vous l'entendrez en fin d'édition. Il y a 50 ans, en 1976, la France, l'Italie et Monaco signaient un accord inédit dans la salle du trône, l'accord Ramoge. À une époque où l'écologie n'était pas au cœur de l'actualité, la principauté décidait déjà de mutualiser les forces internationales pour protéger la Méditerranée. Le secrétaire exécutif de l'accord est avec nous pour revenir sur ce demi-siècle d'action. Bonsoir Florent Champion. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler donc de Ramoge. Ce pacte visionnaire est né il y a 50 ans sous l'impulsion du prince Régnier III. Quelle était l'idée de départ ? L'idée, elle était absolument novatrice. Il faut savoir qu'on se situe au tout début des années 1970. La question environnementale, elle est balbutiante, elle est encore peu connue du grand public. Il y a certaines figures qui émergent, comme le commandant Jacques-Yves Cousteau, comme M. Bompard, qui vont pointer cette attention particulière sur la Méditerranée et sur la pollution en Méditerranée. Et de l'autre côté, vous avez le prince Régnier III qui va justement porter au plus haut niveau en termes de politique internationale ses préoccupations. Et dès 1970, dans le cadre d'une assemblée générale de la CIESM, la Commission internationale d'exploration sous-marine pour la Méditerranée, il va porter ce message, cette ambition du projet Ramoge, un projet qui porte alors son nom grâce aux syllabes des villes qui forment alors sa zone de compétence, Saint-Raphaël, Monaco et Gênes, dont le but est de pouvoir apporter une réponse concrète, une collaboration franco-italo-monégasque active pour la préservation de la Méditerranée et la lutte contre la pollution. Aujourd'hui, au vu de toutes les actions que cet accord a permis de mener, est-ce qu'on peut dire que c'est un modèle mondial de réussite ? Oui, absolument, et en toute fierté, en toute humilité, c'est toujours aujourd'hui, 50 ans après, le seul accord de coopération sous-régionale qui possède un volet lié à la biodiversité et un volet lié à la protection du milieu marin à travers la lutte contre les pollutions. Et ça, c'est tout à fait novateur, et à l'heure où justement on peut remettre en question l'impact du multilatéralisme, on voit que ce modèle de coopération, il est tout à fait pertinent et efficace par rapport aux enjeux de notre bassin commun de la Méditerranée. Est-ce qu'on peut justement les détailler, ces actions ? Quelles sont les plus significatives ? Depuis toujours, Ramoge a voulu porter des actions très concrètes qui sont dictées vraiment par l'apport de la science. Dès le début de sa création, il y a eu des actions très concrètes visant notamment la qualité de l'eau, le recensement aussi de déchets flottants qui ont permis d'apporter la connaissance pour mettre en œuvre des stations d'épuration sur la Côte d'Azur française et sur la Riviera italienne. Aujourd'hui, plus récemment en tout cas depuis 2009, il y a une politique très claire au niveau de l'accord Ramoge qui se base sur 3 piliers. Un pilier lié à la gestion intégrée de la zone côtière, un autre par rapport aux politiques de prévention et de lutte contre les pollutions et un troisième axe plus transversal sur la sensibilisation. Qu'est-ce qui est prévu pour marquer cet anniversaire ? Je crois qu'il y a eu une exposition, un timbre. Est-ce que vous pouvez nous détailler tout ça ? Les célébrations du 50e anniversaire de l'accord Ramoge vont s'étaler tout au long de l'année 2026 avec en point d'orgue une séquence particulièrement importante qui aura lieu les 25 et 26 juin prochains en principauté de Monaco qui a été vraiment à l'origine de cet accord. Il y aura d'un côté un exercice anti-pollution Ramoge-Pol qui est bien connu de tous aujourd'hui, qui va permettre de mettre en œuvre tous les moyens français, italiens et monégasques qui participent à la lutte contre la pollution en mer. Il y aura en parallèle une réunion aussi des procureurs de la zone Ramoge qui vont s'intéresser à des études de cas très concrètes par rapport à la répression de la lutte contre les pollutions en mer. Et puis nous aurons une séquence plus institutionnelle en présence justement du souverain, mais aussi des autorités de haut niveau françaises et italiennes qui vont découvrir notamment une exposition retraçant les 50 ans d'action de l'accord Ramoge au ministère d'État. Et ce timbre qui sera édité pour l'occasion ?
Oui, une séquence est également prévue au niveau du Palais Princier, puisque Ramoge est le seul accord qui a été signé au Palais Princier directement et qui engage la principauté. Donc le souverain a absolument tenu à ce que les délégations françaises et italiennes puissent être reçues au Palais. Et à cette occasion, il y aura justement l'oblitération du timbre Ramoge, spécialement dédié au 50e anniversaire. Enfin, quelques mots sur l'avenir et ces deux temps forts. D'abord fin juillet avec cette mission scientifique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? À la fin du mois de juillet, Ramoge va mener sa 4e mission d'exploration des milieux profonds de Méditerranée. C'est une action aussi qui est tout à fait novatrice puisqu'elle est coordonnée au niveau des 3 États parties et elle va permettre, à travers des moyens océanographiques importants, de faire un inventaire écologique, du bon état écologique complet des milieux profonds, notamment des têtes de canyon et des monts sous-marins qui se situent sur la zone allant du parc de Porquerolles en côté français jusqu'à l'Egueglia, côté italien, en passant bien entendu par Monaco et la principauté pour l'exploration des eaux monégasques. Et puis cet automne, un guide inédit sera publié. À quoi va-t-il servir ? La volonté de ce guide, c'est de pouvoir actualiser la connaissance sur un écosystème clé de Méditerranée, l'herbier de Posidonie. Ramoge avait déjà édité un guide qui faisait référence à la matière en 2006. 20 ans après, et pour cet anniversaire tout particulier, nous voulions apporter un éclairage supplémentaire pour mieux protéger cet herbier qui est absolument vital pour notre écosystème méditerranéen. Merci beaucoup Florent Champion pour toutes ces précisions et merci pour ce que vous faites pour la Méditerranée. Merci à vous Sarah. Merci. Vous avez découvert hier les préparatifs du 57e concours international de bouquets, événement proposé par le Garden Club au Yacht Club de Monaco. Les 82 participants n'ont pas manqué d'imagination cette année encore et hier soir, aux côtés du prince Albert II et de sa sœur, son Altesse royale, la princesse de Hanovre, présidente du jury, les juges les ont départagés avec de nombreux prix, dont le plus emblématique du concours, celui de la princesse Grace, sa fondatrice. Il a été remis à Fabienne Aubry, originaire de Bordeaux, qui s'est largement démarquée dans la catégorie luminescence lunaire. Écoutons-la. Je suis partie de l'idée que la Lune, elle est claire, mais que derrière la Lune, derrière, c'est l'ombre, c'est le sombre, c'est la nuit. Donc c'est pourquoi il y a 2 parties dans ma composition, une partie très cool, très blanche, un peu grise pour donner un peu ces reflets de la lumière de la Lune. Et derrière, c'est tout noir avec des fleurs qui s'appellent des callas. Donc derrière, il y a 2 fleurs de callas noires et devant, il y a des callas blancs. Ma composition, je l'ai créée comme j'ai créé toutes mes compositions. J'ai beaucoup participé à de très nombreux concours et j'ai été jusqu'en Inde pour les championnats du monde il y a quelques années maintenant, parce qu'avec le Covid, il avait été supprimé. Et donc là, c'est pareil, je suis très honorée. Voilà, oui, très honorée et très heureuse évidemment. Suite et fin de notre série de reportages dédiés au salon Top Marque. Focus aujourd'hui sur Boutsen Classic Cars, la marque fondée par la légende de la F1, Thierry Boutsen, et son fils expose des automobiles d'antan. Et comme vous allez le voir dans ce reportage de Vanessa Dessy et Camille Caloni, chacune porte sa propre histoire. Fondé en principauté par l'ancien pilote de Formule 1, Boutsen Classic Cars est né d'une passion intacte pour l'automobile d'exception. Après une carrière au plus haut niveau, Thierry se reconvertit en expert du marché des voitures de collection, avec une exigence héritée des circuits. Boutsen Classic Cars, c'est une société que j'ai fondée en 2018 par hasard, parce que j'ai eu un ami qui cherchait une Formule 1, une voiture de Formule 1, Ferrari, qu'il voulait conduire pendant les journées classiques chez Ferrari. Et je lui ai trouvé cette voiture, j'ai un ami qui en avait une à Monaco. Il avait déjà une collection d'une centaine de voitures à peu près, c'est un japonais. Et il m'a demandé pour acheter des voitures supplémentaires et là je lui ai trouvé exactement ce qu'il voulait. On a fait une transaction qui a duré à peu près 3 ans et qui comprenait 60 voitures en tout. Donc c'était vraiment beaucoup de travail. Et puis, l'un dans l'autre, maintenant, c'est devenu la routine, le travail journalier de mon équipe, de moi-même et de mon équipe en fait. Sur le salon Top Marque, Boutsen Classic Cars dévoile ses coups de cœur avec une sélection affûtée de modèles d'exception. Des lignes intemporelles, des mécaniques chargées d'histoire et une élégance qui traverse les décennies. On a 12 voitures sur le stand, mais des voitures qui ont toute une histoire, qui sont un peu particulières. On a
une voiture comme l'Aston Martin qui est là derrière aussi, qui a appartenu à la fondation Albert II. On a la Porsche, j'en ai 3 des Porsche, 3 générations différentes. On a une voiture extraordinaire, une voiture américaine des années 50, elle date de 1956. C'est une voiture fantastique. En fait, ça a amené ce type de voiture, cette voiture décapotable, 2 places. On a, juste derrière nous, il y a une Porsche 911 Turbo qui a marqué, je dirais, la fin des voitures que moi j'appelle les voitures dans lesquelles on avait encore des sensations, des émotions de conduite, parce qu'il n'y a pas tous ces contrôles électroniques dedans. Une histoire guidée par la passion et la précision avec Boutsen Classic Cars, l'héritage automobile se perpétue entre exigences de collectionneurs et regard d'experts. Quelques mots de sport à présent. L'ambiance était électrique hier soir à l'espace Saint-Antoine. Et pour cause, l'AS Monaco Handball jouait gros face à Draguignan, deuxième de leur poule de National 3. Avant la rencontre, les Monégasques avaient besoin d'une victoire pour valider leur montée en National 2. Ont-ils réussi? Réponse dans ce résumé de Gaëtan Lebrun et Thomas Deus. Les Rouges et Blancs ont rapidement pris le contrôle du match, plus rapide, plus agressif et très efficace offensivement. Les Monégasques ont creusé l'écart dès la première période, sous les encouragements de leurs supporters. Portés par leur capitaine Alexis Morinet, les Monégasques ont continué de dérouler leur jeu et se sont imposés largement 46-27, validant officiellement leur montée en National 2 avant même la dernière journée. C'est une équipe qu'on avait revanche à gagner, donc on a fait l'arrêt la manière, ça veut dire qu'un petit plus 20 pour valider la montée. Donc, beaucoup de bien, voilà. Après une année compliquée à redescendre en N3, ça fait vraiment plaisir de monter en National 2. L'année prochaine, donc, on récupérera notre niveau de jeu qui était la National 2. On va continuer à structurer. On a déjà travaillé sur le futur effectif entre les joueurs qui sont chez nous, ceux qui vont nous quitter, puisqu'il y a des joueurs pour X raisons qui avaient déjà annoncé qu'ils ne pouvaient pas rester, entre autres les études. Donc on a travaillé là-dessus et on va continuer à stabiliser notre projet. Et à terme, c'est faire jouer la montée en N1, qui serait pour la principauté, je pense, tout à fait légitime d'avoir un club de handball qui soit au niveau national 1, qui est le plus haut niveau amateur. Après, le professionnalisme, c'est autre chose, mais déjà, la N1, ça serait un bel objectif, mais sur quelques années. À aujourd'hui, on va travailler sur la N2 et on va faire belle figure et surtout bien représenter Monaco. Dans une ambiance de fête au coup de sifflet final, joueurs et supporters ont célébré ensemble ce retour en National 2 pour l'AS Monaco Handball. La compagnie de danse de l'association Balletou Art et Jazz se produisait sur la scène du Théâtre des Variétés cette semaine. Un spectacle envoûtant, mêlant ballet classique et contemporain. Alban Gingembre et Thomas Deus ont assisté au dernier filage. Déménage, c'est le nom du spectacle interprété par la compagnie de danse du Balletou Art et Jazz. Une œuvre qui aborde les relations amoureuses et comment elles peuvent évoluer. Les mois des débuts, l'innocence de la jeunesse qui croit que l'amour, c'est pour toute la vie, et peut-être même que ça le sera, mais qui n'est pas vraiment un long fleuve tranquille, comme on peut tous le savoir avec un petit peu plus de sagesse. Sur scène, 9 danseurs interviennent dans différents tableaux avec une danse moderne jazz, des mouvements physiques souvent au sol, une influence contemporaine et des émotions transmises jusque dans les regards. Créer de l'émotion chez le spectateur, je pense que c'est ce que chaque chorégraphe et chaque danseur a envie de faire ressentir. Donc oui, faire ressortir un petit peu cette émotion que le théâtre, la musique, la danse, l'art en général aime à susciter. Des émotions, il y en a au sein de la compagnie de danse du Balletou Art et Jazz qui revient régulièrement avec de nouvelles créations. Après une première venue remarquée l'année dernière sur la scène du Smaklec Comedy Club au Méridien Beach Plaza, Alex Vizorek est revenu en principauté pour une soirée stand-up hier. Toujours au Méridien, l'artiste s'est produit cette fois au restaurant Muse face à la mer. Marie Bonnet-Blanc et Julien Laugier ont rencontré cette figure majeure de l'humour belge. C'est le premier spectacle où je parle beaucoup plus de moi, donc je parle de mes parents, je parle de mes grands-mères. J'ai pas trop connu mes grands-pères, mais
avec relation formidable avec mes grands-mères. Je parle un peu de moi, de ma vie de compagnon, de ma vie d'être humain, de mec moyennement connu. Donc c'est le premier où je suis plus dans le jeu. C'est un exercice différent, assez agréable. C'est pour ça que je l'ai appelé 2,5, parce que je voulais pas qu'il soit trop comparé aux 2 précédents, où j'étais plus dans je choisis une thématique que je développe. Mais ce qui est important, c'est que des gens viennent se réunir ensemble, voir des vrais gens, parler à des vrais gens et rire avec son voisin. Ça, je pense que c'est vraiment important. Et je pense que les gens sont demandeurs. Parce que moi, j'ai pas peur de l'intelligence artificielle, j'ai pas peur de l'évolution du numérique, tout ça. Parce que justement, je pense que ça va donner envie aux gens encore plus de se dire « Ah bah tiens, ce soir, c'est quoi, je vais avec d'autres gens faire un truc que j'aime bien faire et qui va être une soirée que on ne pourra pas nous enlever puisqu'elle va être unique par essence. » Et donc, en ça, c'est chouette. Donc ça, c'est important d'aller voir des spectacles. D'aller voir des spectacles et aussi d'aller au cinéma. L'Institut audiovisuel de Monaco organise mardi, au Théâtre des Variétés, une projection du film culte Paris, Texas de Wim Wenders, sorti en 1984. Le directeur de l'Institut, Vincent Vatrican, nous en dit plus sur ce chef-d'œuvre, auréolé de la prestigieuse Palme d'Or au Festival de Cannes. Il est interviewé par Fabien Monia. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. Aujourd'hui, nous parlons d'un très grand film, Paris, Texas, de Wim Wenders. Ça vous dit déjà, quand je dis que c'est un très grand film ? Je souscris, non, très grand film. Qui mérite d'être revu. Moi, vous savez que je suis très cartésien, donc quelle est l'histoire ? C'est un homme qui a disparu depuis 4 ans et revient voir les siens, c'est ça ? Oui. C'est un road trip. Le scénario tient en 2 lignes. Voilà ce que je viens de dire. Et en cela, c'est un film très proche de ce que Wenders a toujours fait, c'est-à-dire, pour le dire un peu rapidement, un film sur l'errance, c'est-à-dire quelqu'un qui cherche sa véritable identité, qui cherche sa famille, et en l'occurrence, le film place le spectateur dans une position presque d'enquêteur. On voudrait savoir comment ce personnage qui arrive dans le plan, dans un désert californien très réel, magnifiquement filmé, mais personnage improbable qui est amnésique. Et l'enjeu du film va être évidemment de savoir ce qui lui est arrivé et comment la famille va lui faire recouvrer la mémoire. Justement, donc il y a un mystère autour de ce retour. Qu'est-ce que l'on peut dire et qu'est-ce que l'on ne peut pas dire forcément pour les téléspectateurs ? Dire que sa famille va finalement le récupérer, essayer de le remettre dans le droit chemin, mais ne pas dire que, évidemment, le noyau familial a eu quelques difficultés, et voilà, qui sont l'enjeu du film et qu'on va comme ça découvrir et lui résoudre cette question essentielle de l'identité, retrouver ses racines. Paris, Texas, Palme d'Or à Cannes en 1984. Justement, c'est mérité ou pas ? Parce que c'est ce qu'on évoquait au départ. Alors, je me suis amusé à reprendre la liste des films sélectionnés à Cannes cette année-là. Il y avait des poids lourds, mais avec le recul du temps, je pense que le jury ne s'est pas trompé en couronnant ce film et qui couronne aussi une démarche, celle d'un cinéaste qui a su allier aussi le cinéma d'auteur et un cinéma plus grand public, puisque cette Palme d'Or a permis aussi à Wim Wenders de se faire connaître auprès d'un public qui ne le connaissait pas jusqu'à présent. Il faut aller voir ce film. Ah oui, majeur. Film majeur. Allons voir donc Paris, Texas. Merci Vincent. Merci Fabien. We thought you were dead, boy. He was kind of raggedy and wild. She was very beautiful. And he loved her more than he ever felt possible. How long have I been gone, do you know? 4 years. Is 4 years a long time? It is for a little boy.
C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Dans un court instant, la météo vous sera présentée par Théo Schumer. Et puis, c'est Émilie Rousseau qui aura le plaisir de vous retrouver à 19h demain. D'ici là, pensez à aller écouter le nouveau podcast Monaco Info. Jade Sapolin s'est livrée au micro de Geneviève Berthy. Violoniste de formation, la musicienne dirige depuis 2020 l'Académie Régnier 3. Passez une excellente soirée. Bonsoir à tous. Après un dimanche très mitigé, nous allons récupérer un peu de soleil pour le début de semaine, mais sous condition. Ce lundi, nous observerons des éclaircies du matin au soir, mais accompagnées de fortes rafales de vent pouvant aller jusqu'à 75 km/h. Donc soyez prudents. Et puis côté température, ça remonte. Déjà 19 degrés prévus en matinée et jusqu'à 25 degrés au plus fort de la journée. Ce lundi 11 mai, vous penserez à souhaiter une bonne fête au Estelle. Belle soirée avec nous et très bonne semaine à Monaco.